je vais vous raconter une histoire. L'histoire des entreprises françaises dans la reconstruction des pays post-crise. Quand j'étais à Sarajevo, j'ai constaté assez rapidement que, après la phase critique qui était en général résorbée par l'action militaire et avec l'aide des ONG, on rentrait dans la phase de reconstruction, c'est-à-dire la reconstruction des fondamentaux de la vie d'un pays pour que ce pays puisse de nouveau revivre normalement et se développer. Les fondamentaux, vous pouvez imaginer, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le bâtiment, ce sont les routes, les ponts, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est même l'état civil, l'état de droit, la justice, enfin tout ce qui fait un pays et un pays qui se tient. Cette reconstruction bénéficie de nombreux financements, par centaines de milliards de dollars. Des financements qui viennent soit des États, soit d'organisations internationales comme l'ONU ou l'Europe. Et, à ma grande surprise, lorsque cette phase de reconstruction est entamée, je vois des entreprises italiennes, je vois des entreprises allemandes, je vois des entreprises américaines, anglaises, et pas de Français. Alors que la France est présente depuis plus de 3 ou 4 ans, ce qui était le cas de Sarajevo, qu'on avait mis 5 ou 6 000 hommes sur le terrain, et personne pour reconstruire. Pour imaginer mon propos, je vais vous donner un exemple que j'ai appelé « les vitres de Sarajevo ». Vous imaginez bien qu'après 4 ans de conflit, notamment en zone urbaine, eh bien, il n'y avait plus de vitres aux fenêtres, de toutes les fenêtres de la ville de Sarajevo. Or, dans ce pays, vous le savez bien, l'hiver, la température descend facilement à moins 20 degrés. Quant à l'été, elle monte jusqu'à 30-35. Et donc, les populations souffrent, notamment parce que, à la place des vitres, on leur a mis le plastique UNHCR et qu'il faudrait bien revenir à des choses normales. L'Europe, en 1996, après les accords de Dayton, quand la stabilité est intervenue, l'Europe a décidé de financer cette mise en place des vitres. Les Français présents, notamment au travers de l'action civilo-militaire, se tournent vers Saint-Gobain et disent à Saint-Gobain, il y a des vitres à remettre à Sarajevo. Les Allemands, eux, se tournent vers leur Saint-Gobain à eux, mais embauchent tous les vitriers de la ville qui étaient au chômage en attente d'occupation pour remettre en place les carreaux des fenêtres de leur résidence. Et donc les Allemands récupèrent le marché. Et les Français, de crier au drame parce que ce n'était pas eux qui, alors qu'ils étaient là depuis 5 ans, avaient eu le marché. Que faisait l'État? Que faisait la France? Que faisait-on pour éviter ce genre de situation? Deuxième exemple, quelques années plus tard, les forces françaises, la France, intervient au Mali. On envoie 5 000 hommes, on a un certain nombre de morts, et la première action de reconstruction est menée par les Américains qui repeignent le palais présidentiel à Bamako. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je dis, c'est pas possible qu'on en soit toujours là. Je participe à un colloque sur ce sujet à Lyon, en présence du MEDEF, de la CPME, des fédérations du bâtiment, de militaires, bien sûr, hein, et j'entends, et le Quai d'Orsay,
Et j'entends un certain nombre de personnes dire oui, il serait souhaitable, il faudrait que l'État, ce serait bien, il n'y a pas, il n'y a qu'à, Faucon. Et quand vient mon tour de parole, je leur dis, écoutez, avec tout le respect que je vous dois, ça fait 20 ans que j'entends le même discours. Et ça fait 20 ans qu'il ne se passe rien. Peut-être qu'il y a d'autres solutions. Et peut-être qu'il serait souhaitable que l'on se prenne peut-être par la main pour essayer de résoudre ce problème, sans attendre que l'État, ce fameux État, fasse quelque chose. Pour un militaire, tenir des discours de ce type, ça crée quand même quelques soucis, parce qu'un militaire, c'est quand même l'État. Et un militaire qui se permet de dire que l'État ne fait rien, c'est quand même peut-être un mauvais militaire. Mais la chance me sourit parce que dans le cabinet d'avocats dans lequel j'exerce mes talents, je tombe sur 2 avocats, pénalistes, et du social, et un jeune ingénieur, informaticien, mais spécialiste des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Et dans ce cabinet, alors que bien souvent, pour régler nos problèmes, et notamment ceux qui étaient les miens, c'est-à-dire l'anticipation du risque juridique pour les chefs d'entreprise, nous étions aperçus qu'on avait besoin d'un certain nombre de sachants pour venir nous aider dans notre démarche. Et surtout, on s'est aperçu, au gré de nos rencontres, qu'en France, c'était toujours les mêmes qui parlaient à la télévision. Ces fameux experts, qui souvent sont experts parce qu'ils se sont désignés comme experts. Et ils vous tiennent le crachoir pendant des soirées entières à la télévision pour dire souvent tout et n'importe quoi. Dans le domaine qui m'est cher, c'est-à-dire les domaines de la sécurité-défense, je peux vous dire que de temps en temps, en regardant la télévision, je suis accroché à mon siège. Et mon épouse me donne quelques calmants pour que je puisse dormir tranquillement dans la nuit. Et donc, au gré, comme je disais, de nos rencontres, on s'était rendu compte qu'il y avait un grand nombre de personnes dans la société civile qui sachaient, qui savaient, qui étaient des sachants, mais qui n'avaient pas le moyen de s'exprimer. Et donc, on a décidé de créer une plateforme numérique et de créer ce groupement de sachants qu'on a appelé cercle K2. Un cercle comme un cercle, K2 comme la montagne, c'est-à-dire l'objectif qu'on atteint difficilement, voire jamais. Mais on a quand même un objectif. Et ce cercle K2 devait regrouper une 50aine de personnes, essentiellement des universitaires, des juristes, des personnes de la sécurité-défense, des chefs d'entreprise, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient la vie économique du pays. Et au bout de 4 ans d'existence, 5 ans même maintenant, eh bien nous sommes 1000. Nous avons non pas recruté 1000 personnes, nous avons simplement fait venir 1000 personnes qui ont trouvé à la fois de la lumière, une chaleur sympathique d'amitié, et surtout la capacité de s'exprimer par des vidéos, par des rencontres, et surtout par le fait qu'ils pouvaient se regrouper temporairement dans le cadre, je dirais, de réflexion, pour traiter de sujets, des sujets qu'on dira transverses, pour lesquels il fallait, ou on pouvait, apporter une solution opérationnelle. Et donc, j'ai profité de cette occasion pour leur dire, écoutez,
les enfants, allez-y, réfléchissons sur le problème de la reconstruction post-crise, puisque de toute façon, ça n'aboutit pas. Et là, on a réuni un grand nombre de personnes, on a été plus de 60 à un certain moment, et on l'a fait à Lyon parce que les personnes étaient plutôt disponibles sur Lyon, puisque le Cercle K2 a une dimension nationale et internationale. Et à Lyon, avec l'aide du MEDEF, CPME, avec la Fédération du bâtiment et autres, nous avons travaillé pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, nous avons réfléchi à comment il fallait s'organiser pour pouvoir répondre aux besoins des pays qui étaient en reconstruction et au travers des financements qui étaient disponibles et qui étaient donnés par les organismes que j'ai cités tout à l'heure. Et au bout de ces 2 ans, nous avons conclu qu'il fallait créer une structure privée que l'on a appelée Auraction France, Auvergne-Rhône-Alpes Action France, structure privée qui est dédiée et qui est destinée à faire du privé public. C'est-à-dire qu'on n'attend pas du public, on attend simplement que le public nous apporte, je dirais, quelques accompagnements. Et cette structure, elle existe maintenant depuis 2 ans. Elle a regroupé une dizaine d'entreprises, du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie, du photovoltaïque et de la boulangerie. Parce qu'en Afrique, comme chacun sait, on mange 2 baguettes par jour. Et donc, il n'est pas inintéressant de mettre des fours soit industriels, soit artisanaux. Et donc, cette structure qui s'est organisée, je dirais, sur 2 étages, un étage qui est plutôt un étage d'intelligence économique, un étage d'influence, un étage d'anticipation, un étage de planification, un étage d'études et d'ingénierie, c'est-à-dire la partie amont, et puis ensuite un étage d'exécution par des entreprises qui ont la volonté de pouvoir se projeter sur le terrain. On n'est pas dans l'export, on est dans la projection économique et d'aller donc sur le terrain pour faire. Et pour faire avec qui? Eh bien, pour faire avec les locaux, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises locales qui, seules, n'ont pas la capacité, notamment dans les pays qui ont subi la crise, qui n'ont pas la capacité de faire seules, mais qui, avec nous, ont la capacité de réaliser les projets qui répondent aux besoins de la population locale. Alors, pour conclure, on a évoqué de l'impossible au possible. L'impossible n'existe pas. Il n'y a pas de fatalité. Il faut simplement avoir une volonté, avoir un objectif, s'y tenir et rassembler autour de soi le maximum de personnes parce que chacun a la réponse, a une partie de la réponse à la question posée. Et donc on est dans l'intelligence collective. Encore faut-il que ces personnes veuillent bien travailler avec vous, réfléchir avec vous, mais rassurez-vous, il n'y a pas de doute. Ils existent et ils le font. Mais aussi, il faut faire preuve d'une certaine générosité. Il ne faut pas chercher tout de suite un profit que ce soit de gloire ou un profit financier, car très rapidement, on va à l'échec. En fait, le retour sur investissement interviendra quand on aura atteint le possible. Voilà, je vous remercie.